Alors, dans cette vidéo, je vais démontrer le théorème de Darboux. Donc, que nous dit ce théorème? Donc, il nous dit soit I un intervalle d'intérieur non vide inclus dans R, et on a, si f est une fonction de I dans R qui est dérivable, alors f' possède la propriété des valeurs intermédiaires. Donc ce théorème est puissant parce qu'il nous dit que si la fonction est dérivable, il n'y a même pas la notion de continuité ici. Si f est dérivable sur I, alors sa dérivée possède la propriété des valeurs intermédiaires. Et donc la notion de continuité n'est pas une condition nécessaire pour que l'on ait la propriété des valeurs intermédiaires. Alors pour ce faire, il faut qu'on montre que f' possède la propriété des valeurs intermédiaires. Donc on va déjà prendre deux réels dans I. Donc soit A et B, deux réels de I, tels que A est strictement inférieur à B. Voilà, comme ça, on prend deux réels, hop là. Et donc, on va choisir soit lambda, un réel, compris dans l'intervalle ouvert f' de A et f' de B. D'extrémité, pardon. Compris dans l'intervalle ouvert d'extrémité f' de A et f' de B. Alors pourquoi on parle de l'intervalle ouvert? Parce que si on prend l'intervalle fermé, si lambda c'est égal à f' de A, bah en fait pour le réel c'est A. C'est-à-dire qu'il existe un réel C, compris dans l'intervalle AB, tel que f' de C égale à lambda. Donc là, si lambda ça vaut f' de A, le réel C vaut A. Et si lambda vaut f' de B, le réel C vaut B. Donc en fait, c'est fini. Donc c'est pour ça que l'on va prendre l'intervalle ouvert d'extrémité f' de A, f' de B. Alors sans perte de généralité, on peut supposons, sans perte de généralité, supposons que f' de A est strictement inférieur à f' de B. Voilà. En réalité, il faut d'abord supposer qu'on a cela, et après, avec un même raisonnement analogue, on suppose que f' de B est strictement inférieur à f' de A, et on montre le même résultat. Donc en fait, si on suppose que l'on a ça, et qu'on prouve le résultat quand f' de A est strictement inférieur à f' de B, bah après on fait le même raisonnement dans le cas où f' de B est strictement inférieur à f' de A, et c'est fini. Donc on va supposer ici, sans perte de généralité, que f' de A est strictement inférieur à f' de B. Donc on y va, donc soit on a donc, supposons que l'on a ça, donc on a donc que notre réel lambda est strictement supérieur à f' de A et strictement inférieur à f' de B. Alors là, on va considérer la fonction suivante. Donc posons la fonction g qui va de l'intervalle AB dans l'ensemble des nombres réels et qui est un réel x associe f de x moins lambda x. Alors pourquoi on peut penser à cela? Parce que lorsque l'on dérive, on obtient f' de x moins lambda. Et là, on regarde qu'on a du f' et du lambda. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir l'idée de cette fonction. Alors, on va montrer que cette fonction g, elle admet un minimum sur l'intervalle AB. Alors, on peut dire que f est dérivable sur l'intervalle AB. Donc, f est continu sur AB. Et la fonction est x, et x qui associe lambda x est continu sur AB, ça c'est parce que c'est affine, car affine, même linéaire. Donc, la fonction g qui a x associe f de x moins lambda x est continue sur l'intervalle AB. Donc,
l'image de AB, ça va être un intervalle fermé borné, car on sait que l'image d'un intervalle fermé et borné de R par une fonction continue est également un intervalle fermé et borné de R. Donc G de AB est un intervalle fermé et borné de R. Donc la justification, c'est parce que G est une fonction continue, et l'image d'un intervalle fermé et borné par une fonction continue est également un intervalle fermé et borné. Et c'est même, il y a une condition, et il y a même un résultat plus fort, donc l'image est un intervalle fermé borné de R, dont les bornes sont atteintes. Et dont les bornes sont atteintes. Alors donc, ça veut dire que il va donc, comme les bornes sont atteintes, donc on a l'image de l'intervalle AB, c'est un intervalle fermé borné de R dont les bornes sont atteintes, donc G admet un minimum sur l'intervalle AB. Voilà, donc là on est sûr que G il admet un minimum sur l'intervalle AB. Maintenant on va montrer que ce minimum n'est pas atteint en x égale a et que ce minimum n'est pas atteint en x égale b. Alors, on va calculer g' de a. Donc si on regarde, d'abord pour tout x, allons-y, calculons d'abord g' de x. Donc g' de x, sa dérivée ça va être f' de x. F' c'est bien le dérivable, moins lambda. Lambda x, la dérivée moins lambda. Donc, g' de a, c'est égal à f' de a moins lambda. Or, on a vu ici que lambda était strictement supérieur à f' de a. Donc, comme lambda est strictement supérieur à f' de a, f' de a moins lambda, ça va être strictement négatif. Et si on calcule g' de b, c'est égal à f' de b moins lambda. Et lambda est strictement inférieur à f' de b. Donc f' de b moins lambda, ça va être strictement positif. Et là, on va revenir à la définition exacte. Or, g' de a, par définition, c'est la limite quand x tend vers a+, de g de x moins g de a sur x moins a. Pourquoi là j'écris que c'était a+, car x il appartient à l'intervalle AB. Donc forcément, x tend vers a+. Et ça, on a vu que g' de a c'était strictement négatif. Donc, quand x tend vers a+, donc pour x assez proche de a, donc après on peut quantifier avec, pour tout epsilon, il existe un état tel que pour tout x, etc. Donc là, hop, pour tout x assez proche de a, on a que g de x moins g de a sur x moins a, qui est strictement négatif. Or, x moins a, c'est strictement positif, car x appartient à l'intervalle AB, et là, on fait tendre x vers a+, donc là, on devrait prendre ici, voilà, là, voilà, x tend vers a+, donc on prend les intervalles ouverts, pardon. Comme on fait tendre x vers a+, x ne peut pas valoir a, sinon on divise par 0. Donc là, on prend, car x appartient à l'intervalle ouvert AB. Donc, hop, donc x moins a est strictement négatif, donc, qu'est-ce qu'on en déduit? G de x moins g de a sur x moins a est strictement négatif. On sait que x moins a est strictement positif. Donc ça, c'est positif. Et g de x moins g de a sur x moins a, ça doit être strictement négatif. Donc on en déduit que forcément que g de x moins g de a est strictement négatif. Pour x assez proche de a. Donc, pour x assez proche de a, on constate que g de x
est strictement inférieur à G de A. Et pareil, or, et, on a que G' de B, c'est donc la limite quand x tend vers B moins, ah oui, pour x c'est inférieur à B, de G de x moins G de B sur x moins B. Et ça, on a vu que c'était strictement positif. Or, x moins B, donc comme x appartient à l'intervalle ouvert AB, x moins B, ça va être strictement négatif. Donc, qu'est-ce que l'on constate? On sait que x moins B, c'est strictement négatif, et g de x moins g de b sur x moins b doit être strictement positif, donc le seul cas possible, c'est que g de x moins g de b est strictement négatif. Donc, on constate que g de x est strictement inférieur à g de b. Donc, on a montré, donc là, pardon, oula, je suis allé trop vite, c'est égal à ça. Donc, là, il faut aller rajouter, attention, comme vu que c'est la limite, donc, c'est pour x assez proche de b. Hein. Donc, pour les x assez proches de b, on a ça, pardon, attention ici, c'est pour x assez proche de b. Donc là, on a montré que quand x est assez proche de a, g de x est strictement inférieur à g de a. Et quand x est assez proche de b, g de x est strictement inférieur à b, donc le minimum de g ne peut pas être atteint en a égale b. Donc le minimum de g n'est pas atteint en x égale a et en x égale b, forcément. Et là, on va terminer avec une propriété de première. Or, G est continu sur AB et G admet un minimum en C qui appartient à l'intervalle ouvert AB. Donc, d'après le théorème du point critique, vu en classe de première, donc d'après le théorème du point critique, on a forcément que G' de C est égal à 0. Donc, G' de C, si on reprend la dérivée qu'on a calculée ici, la dérivée, c'est donc f' de C moins lambda est égal à 0, et donc f' de C est égal à lambda. Donc on vient de prouver que pour tout, donc bilan, vu qu'on avait choisi A et B, donc pour tout couple AB appartenant à l'intervalle I, tel que A est strictement inférieur à B, et que pour tout lambda appartenant à l'intervalle f' de A, f' de B, parce qu'on avait supposé que f' est strictement inférieur à f' de B. Donc tac tac tac, pour tout lambda, il existe un réel C appartenant à l'intervalle ouvert AB, tel que f' de C est égal à lambda. Donc, f' possède la propriété des valeurs intermédiaires. Et voilà pour cette démonstration.